j'ai le sentiment que les victimes d'islamophobie, on va y revenir, sont en général des gens, c'est pas des universitaires bac plus 40, et c'est pas des gens qui ont des salaires merveilleux. Donc il y a un aspect marxiste, si j'ose dire, de classe sociale, dans ce débat qu'il faudrait peut-être revitaliser. On s'accorde aujourd'hui à dire qu'il s'agit maintenant, avec l'islamophobie, de qualifier des phénomènes de stigmatisation à l'encontre non plus de la personne colonisée, mais de l'immigré musulman qui vit sur le territoire européen. Donc l'expression islamophobie, elle évoque l'irrationnel, la pathologie, alors que les conséquences des comportements islamophobes sont bien inscrites dans la réalité. Et cette espèce d'assimilation à l'islamophobie, à la maladie mentale, pardon, c'est dérangeant parce que ça exclut du coup des actes, j'y reviendrai tout à l'heure, condamnables. Alors comment condamner une peur? Et c'est le même problème avec le mot xénophobie. Comment condamner une peur? Donc on voit bien que là, le mot il est source de confusion. Parce que l'islamophobie, bien sûr, renvoie sémantiquement à la religion musulmane, et ne saurait donc, au sens strict du terme, renvoyer au racisme. Je vais revenir sur cette distinction plusieurs fois. L'expression racisme anti-musulman, qui est parfois préférée au terme islamophobie, elle est également médiocre. En effet, c'est erroné de parler de racisme pour désigner une discrimination qui se rapporte à une religion et pas à une question ethnique. Pour ce qui est des discriminations raciales ou ethniques, on a une convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Pour les discriminations religieuses, il y a un autre texte qui est un pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors ceci dit, il ne faut pas occulter que les deux discriminations, si j'ose dire, elles se cumulent d'une certaine façon. Beaucoup de gens parlent de double discrimination. Discrimination ethnique, discrimination religieuse. Et se cachant derrière cet habillage, le terme islamophobie a été utilisé par des groupes politiques pour fédérer un électorat plus large et revendiquer un droit d'exprimer sa détestation de la religion musulmane et du musulman. Plus inquiétant encore, une certaine frange radicale franchit le pas du discours aux actes, franchissant le pas de la simple critique pour insuffler de façon implicite ou ouvertement assumée un appel à la haine. Et c'est là le sujet. En cela, cette conception de l'islamophobie porte atteinte à la liberté de religion. Je ne peux m'empêcher quand même de faire des éclaircissements par rapport à tout ça, parce que, étant militante contre l'islamophobie depuis des années, je pense que les termes des luttes doivent être choisis par les victimes, les personnes qui les subissent. Et comme M. Viennot l'a dit, il n'y a pas de terme parfait finalement. Dans tout le racisme, il n'y a pas de terme parfait. Mais nous avons choisi islamophobie. Mais les questions de phobie, j'ai tendance à dire, moi j'en ai énormément, et que ce volet-là, à la limite, on va le confier à des médecins. Quand on a des phobies, on va les voir ici. C'est ce que je fais en tout cas moi quand j'ai peur. Ce qui est important dans ces mots-là qui peuvent être polysémiques, c'est d'en donner une définition. Ce que nous, donnons comme définition, Ouda y reviendra tout à l'heure, mais ce terme quand même, voilà, a une reconnaissance internationale, et même au niveau français commence à arriver. Je pense qu'on va se l'approprier et on va continuer à l'utiliser, juste prendre la précaution à chaque fois de le définir, pour dire que le côté phobie, nous l'évacuons. C'est pas aussi fait pour empêcher la critique contre l'islam, il n'y a pas de souci, vous pouvez critiquer. Mais par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est vraiment cette discrimination, le passage à l'acte. Et je vais faire une autre citation justement de Martin Luther King cette fois-ci qui disait, en gros, hein, vous n'êtes pas obligé de m'aimer, mais la loi doit vous empêcher de me lyncher. Voilà. Donc, vous n'avez pas d'avoir envie de tuer ma voisine, mais passez par l'acte. Si vous avez des questions ou des compléments, il n'y a pas de souci. Ce sera 2 minutes par contre par personne. Est-ce que les membres du CNCDH sont représentatifs de la richesse et de la diversité de la France? Ça, ce serait la première question. Parce que j'ai vu récemment un colloque organisé par le Conseil économique, social et écologique où il parlait à nouveau de laïcité, focalisé à nouveau uniquement sur l'islam. Et donc à chaque fois que je vois les intervenants, c'est Caroline Forest, Henri Peña-Ruiz, ce genre de personnes qui sont auto-proclamées spécialistes. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'utiliser un seul terme pour désigner toutes les formes de discrimination? Parce que utiliser par exemple l'antisémitisme, l'islamophobie, ça donne une impression de hiérarchisation.
Dans la plupart des cas, je ne dirais pas dans tous les cas pour réserver quelques bénéfices du doute, les gens qui refusent le mot islamophobie sont précisément ceux qui refusent de reconnaître l'existence de la chose. Et j'ai tendance à penser que quand quelqu'un dit « moi l'islamophobie, je ne sais pas ce que c'est », on pourrait lui répondre assez facilement, c'est très facile, ce que c'est ce qu'il y a dans la tête des gens comme toi. Alors, à une question, vas-y. Oui, la CNCDH est une association qui regroupe très largement les organisations de lutte contre les discriminations et le racisme. Le texte que vous avez adopté, je ne sais pas comment, si vous votez ou si c'est par consensus, etc. Est-ce qu'il a eu une influence sur les organisations membres de la CNCDH, donc qui ont en principe accepté ce texte? Et en même temps, j'ai pas eu l'impression que dans leur pratique et dans leur discours, il y ait quelque chose qui ait changé depuis l'adoption de ce texte. Un petit mot d'abord rapide concernant la CNCDH. Donc c'est une autorité administrative totalement indépendante. Nous venons par exemple, je l'ai dit, mais je le répète parce qu'il faut être clair, de voter à l'unanimité un avis 99% critique relatif à la loi sur le terrorisme. Pour quelle raison essentielle? Parce que cette loi terrorisme commence à décaler en droit pénal le curseur du passage à l'acte, entre l'intention de passer à l'acte et le fait de passer à l'acte. Nous pensons qu'il faut être très vigilant. L'islamophobie est un phénomène qui a des conséquences. On est d'accord là-dessus. Et qui vient nourrir des effets hyper malfaisants. C'est complètement différent quand on passe à l'acte. Vous avez donné l'exemple de « je tape sur une dame dans la rue parce qu'elle est voilée », c'est pas de l'islamophobie, c'est un délit, et ça relève du tribunal correctionnel. Alors, je dirais, mes idées en amont, c'est une chose, le passage à l'acte, c'est autre chose. Il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène qu'il faut qualifier d'islamophobie, cette espèce de phénomène de haine rampante et nourrie. Les actes anti-musulmans, les actes anti-étrangers, les actes racistes, c'est autre chose. L'islamophobie est un racisme, je pense que c'est comme ça qu'on le définit majoritairement maintenant dans les sciences sociales, et en effet, ça vient probablement du terrain militant. Et donc, les actes qui viennent de cette stigmatisation, de ces représentations, font partie intégrante du racisme. Donc, quand on parle des discriminations raciales ou racistes, elles font partie du racisme. Les discriminations, c'est le racisme en acte. Donc, préjugés d'une part, pratique de l'autre, donc le racisme en acte. Et puis, une troisième dimension qu'on oublie souvent, il me semble que pour l'islamophobie, c'est très intéressant, c'est que le racisme, c'est une vision du monde. C'est des théories. Donc, on a une construction d'un marqueur racial dans tous ces cas-là, et l'antisémitisme en est le meilleur exemple, c'est pour ça qu'on compare souvent antisémitisme et islamophobie. D'un marqueur religieux, on a fait la race. Le racisme, c'est un système. Et donc, historiquement, il avait une fonction, il a servi à coloniser, à réduire en esclavage, il a permis également, et c'est plutôt la forme qu'il prend aujourd'hui, mais pas seulement, à exclure un groupe du nous national, du nous majoritaire, etc. Alors, depuis 10 ans, en effet, le terme commence à être légitimé, à exister. C'est vrai que pendant longtemps, dès qu'on prononçait le terme islamophobie, il y avait tout de suite un déni, une remise en cause de l'existence même de l'islamophobie en tant que réalité sociale. Et notre rôle de sociologue, de chercheur, mais probablement de journaliste, de militant, de citoyen, de ce que vous voulez, c'est de documenter, en tout cas pour ce qui est de la recherche et pour ma part, c'est de documenter cette réalité sociale. Les lois qui visent le port du foulard ne visent que des femmes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des discriminations genrées qui visent les hommes et les femmes, évidemment, mais en général elles sont plutôt illégales. Alors que celles qui visent les femmes ont une dimension juridique spécifique, donc je pense que c'est quand même important de le rappeler. Par ailleurs, le fait d'exclure que des femmes dans une loi, ça a un impact évidemment sur leur accès aux études, au travail, etc. Donc ça a un impact sur l'égalité entre citoyens, mais ça a un impact sur l'égalité hommes-femmes. Et donc ça pose la question des solidarités. Et ces solidarités qui vont se mettre en place autour de la question de l'islamophobie, de la lutte contre l'islamophobie, elles vont déterminer les rapports de force. Et ces solidarités, elles sont au sein des groupes qui défendent des droits, de l'antiracisme et de la gauche. Je pense que c'est un défi qui est posé à la gauche, entre différentes minorités racisées. Donc oui, il y a une question, est-ce qu'on doit lutter contre le racisme global ou est-ce qu'on doit distinguer de temps en temps? Comment on fait des ponts quand même entre les femmes en général, puisque je parlais quand même de la dimension genrée, et entre musulmans, hommes et femmes, et ça c'est une question qui me semble également posée. Donc ces solidarités, c'est ma dernière phrase, vont déterminer les luttes et le rapport de force qui va se créer sur le terrain.
de la lutte contre l'islamophobie, mais ça va aussi déterminer des rapports sociaux et des rapports de domination globaux dans la société. Merci. Nous sommes dans un contexte sur ces questions-là précisément où tous les simplismes, toutes les essentialisations sont à l'œuvre et que ceux qui introduisent de la nuance et de la complexité sont marginalisés parce que de fait, on a du mal à les situer. Je voudrais commencer par dire qu'évidemment, que même si le climat général ne s'améliore pas sur ces questions de l'islamophobie, de discrimination, de stigmatisation, d'essentialisation, la lutte contre l'islamophobie, en tout cas, commence, elle, à exister, à se structurer, à se construire, principalement en France, mais notamment à l'aune du contexte international où ça avance beaucoup plus vite et beaucoup mieux qu'à l'aune de cette fameuse exception française. Depuis 2004, il y a des collectifs, alors pluriels, qui sont unitaires, qui ne sont pas d'accord sur tout, elle l'a réitéré dans la présentation de cette journée, mais qui travaillent de manière structurée, récurrente, régulière et assez efficace, je dois dire, même si ça n'est pas relayé ni médiatiquement ni politiquement, à déconstruire, à mettre en avant, à dénoncer les logiques et les mécanismes qui produisent des discriminations islamophobes. Donc collectif Unicode pour tous, le CFPE, collectif féministe pour l'égalité, qui est engagé sur quoi? Sur la déconstruction d'un supposé modèle unique d'émancipation. Le CFPE existe, et là je le réaffirme en tant que présidente, parce que les organisations féministes, mainstream ou hégémoniques ne font pas leur boulot. De ce point de vue-là, il n'y a aucune solidarité et engagement possible aux côtés de ces femmes donc musulmanes qui, je vous le rappelle quand même, constituent 84% des attaques islamophobes. Dans le champ politique, on voit aussi au sein de certains partis de gauche ou dans certaines organisations antiracistes ou féministes, de plus en plus de personnes et de groupes dissidents. On les nomme comme ça parce qu'ils sont réellement dissidents. Ils créent des groupes au sein même de leur appartenance syndicale, politique, antiraciste, féministe, et qui souhaitent et qui font en sorte d'imposer cette question et cette problématique de l'islamophobie comme faisant partie des champs de lutte de ces partis politiques, de ces syndicats, de ces organisations. Alors moi j'ai une phrase culte, ça avance au rythme des plaques tectoniques. C'est-à-dire que ça avance doucement, mais vous savez très bien qu'un millimètre de dynamique de plaque tectonique, c'est capable de produire en termes de tsunami. Donc c'est ce que je nous souhaite. On renvoie toujours les termes du débat à interroger l'islam et les musulmans sur le mode et sur le registre. Mais vous comprenez que oui, il y a discrimination, c'est entendu, il y a stigmatisation, il y a production d'un arsenal législatif complètement légal mais complètement discriminatoire. Mais vous comprenez que, en fait, si je peux résumer de manière grossière, en fait, c'est soyez patients, comprenez les peurs. Finalement, il est demandé à celles et ceux qui sont potentiellement victimes, ou même bien souvent avérés, en fait, de prendre sur eux et de respecter la temporalité des discriminants. Peut-on se penser antiraciste et être islamophobe? Ah oui. Ah bah oui, moi j'ose parce que ça répond à un constat de terrain. Si la tolérance et la discrimination envers les musulmans ne sont pas des phénomènes nouveaux, elles se sont transformées, ils ont pris de l'ampleur ces dernières années, surtout avec le sillage de la guerre contre le terrorisme, de la crise économique mondiale et des inquiétudes qu'éprouvent de nombreuses sociétés quant à leur identité nationale, devant la montée de la diversité en leur sein. Les musulmans donc sont fréquemment représentés comme des extrémistes menaçant la sécurité et le bien-être des autres. L'islamophobie donc est une nouvelle forme du racisme, pernicieuse et gangrénante, à laquelle nous ne pouvons trouver de justification. En constante augmentation, quelles que soient les sources, est largement sous-estimée. À cela s'ajoutent des lois et un dispositif favorisant l'islamophobie. Les différentes lois et dispositifs censés servir la laïcité sont de véritables lois visant l'exclusion de certains citoyens de confession musulmane et qui a conduit à un véritable racisme donc institutionnel. Le plus révoltant, c'est que l'État ou les représentants refusent encore de considérer ce phénomène tel qu'il devrait l'être, un racisme à combattre pour tous les moyens. Le développement du djihadisme ne fait qu'accroître la défiance envers l'islam et les musulmans. Cela imprime
dans les esprits d'idées l'idée selon laquelle un musulman est un barbare assoiffé de sang. L'islamophobie aussi en acte, la violation des lieux de culte et des lieux communautaires symboliques, les carrés musulmans, les monuments, les sièges d'organisation, à hauteur d'environ une violation par semaine en 2013, selon le CCIF. J'ai fait une petite étude concernant la présentation de l'islam, notamment dans les manuels scolaires, et en particulièrement le manuel de 5e, où les élèves doivent apprendre, il y a tout un chapitre concernant l'islam et la civilisation musulmane, une présentation qui est réduite à le mot djihad. On le trouve clairement, c'est écrit la guerre sainte. Or, en islam, on ne connaît pas une guerre sainte. La guerre, elle n'est pas sainte, elle est sale, elle détruit. On présente l'islam aussi en tant que la pierre noire. Ça, je l'ai vu parce que je suis de formation professeur d'histoire-géographie. La Kaaba est devenue noire, je trouve ça dans les manuels scolaires, c'est scandaleux. La Kaaba est devenue noire à cause des péchés des gens, des musulmans, qui commettent beaucoup de péchés apparemment. Et puis on présente aussi la polygamie. Pour un enfant de 10-11 ans, on présente voilà, des clichés dans le programme scolaire. Cet enfant, je pense qu'il va grandir avec ces clichés. La polygamie, le prophète s'est marié avec 9 femmes, c'est très bien. Le djihad, c'est la guerre sainte. On dit le djihad, c'est l'effort. Je dis à mes élèves que votre djihad, c'est la réussite scolaire. À partir d'un certain moment, il faut qu'on fasse attention de ne pas tomber dans le piège de discuter, de rediscuter la terminologie et les définitions. Je pense que maintenant, sur le plan international, les choses sont acquises. Sur le plan français, les choses évoluent. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec je pense qu'en Belgique, on a commencé à l'utiliser officiellement. Et je pense qu'en France, les choses changent et bougent. Maintenant, les lignes ont bougé beaucoup sur ces questions-là et de plus en plus de personnes admettent. Il ne faudrait pas que nous, on tombe dans le piège de recommencer tout le temps ces mêmes discussions. Donc je pense que ce qu'on a entendu ce matin est une bonne chose, une bonne clarification, mais maintenant, il faut aller de l'avant. La défense des droits ne changera pas le discours si nous n'ajoutons pas deux choses. Comment aujourd'hui nous réussissons à développer en même temps que la défense des droits un discours qui n'est pas un discours de défense mais qui est un discours d'affirmation. C'est-à-dire aujourd'hui que cette tradition religieuse, cette tradition de ces cultures d'origine sont aujourd'hui des réalités européennes. C'est-à-dire l'intégration dans les mentalités, non pas simplement dans le droit, de cette présence-là. Il ne faut absolument pas isoler l'islamophobie de toutes les autres luttes, mais il faut l'intégrer à une vision beaucoup plus générale. Et c'est pour ça que les fronts que nous sommes en train d'établir en termes associatifs, c'est une idée qu'on avait eue il y a longtemps, il faut sortir des cloisonnements, il faut développer des fronts qui puissent aborder toutes les questions, c'est-à-dire que la question des Noirs, c'est la question de l'immigration, toutes ces questions-là, il faut aujourd'hui réussir à avoir un discours clair quant aux enjeux, mais aussi qui lie les différentes dimensions. Et moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est à isoler un combat, quand finalement on tombe dans le piège, on ne montre pas la complexité, on ne montre pas les liens qui sont à établir. Vous savez pourquoi on ne peut pas critiquer Israël ? Parce qu'on peut. Pourquoi on nous empêche? C'est-à-dire le chantage à Israël, on peut le faire, bien sûr, il faut le faire. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que font ceux qui sont en train de nous empêcher de critiquer Israël? Ce qu'ils disent, c'est de l'antisémitisme. C'est-à-dire le fait d'être antisémite en Europe est devenu tellement grave que ça vous empêche d'avoir un discours sur Israël. Selon eux, ils aimeraient nous empêcher de faire ça. Ici, on a tellement peur de devenir antisémite que tu fais mieux de la boucler. Tais-toi sur Israël, comme ça tu es sûr de ne pas courir le risque. Vis-à-vis de l'islam, c'est exactement l'inverse. C'est comme on peut tout dire sur le monde musulman, et qu'il y a Daesh, il y a ci et ça, et qu'est-ce qui se passe en Syrie, et qu'est-ce qui se passe en Égypte, et qu'est-ce qui se passe... Et vous êtes pris dans une espèce d'entonnoir. Et nous, de ce point de vue-là, il faut qu'à un moment donné, sur ce discours, nous développions un vrai discours politique, mais un vrai discours aussi de clarification sur le plan religieux. Tant que les Européens de confession musulmane ne dénonceront pas de façon claire les alliances des pouvoirs occidentaux avec les régimes les plus traditionnalistes, fermés et sectaires, on ne va pas y arriver, parce que chaque fois, ça va revenir. Et que notre discours, il n'est pas clair.
de la relation avec de tous les États. Bon, on me dit, je peux être dans un pays où je travaille sur la réforme de la pensée musulmane au Qatar, mais je ne peux pas accepter qu'on puisse permettre à des organisations qui développent un discours salafi de l'Arabie Saoudite, du Qatar et de tous les autres qu'on se taise. Puis après, on en subit tous les conséquences. Notre silence peureux de l'intérieur permet l'instrumentalisation de ce discours-là partout. Donc on a aussi une responsabilité. Je voudrais dire d'abord et rappeler quelque chose qui est important et qu'il faut utiliser. Le terrorisme, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ce n'est pas un concept. Vous menez une guerre contre le communisme, contre le nazisme, contre le fascisme, contre le capitalisme. Le terrorisme, c'est une forme d'action qui est très difficile à définir d'ailleurs, parce que, comme vous savez, beaucoup de mouvements de libération nationale dans l'histoire ont été accusés de terrorisme, le Front de libération nationale algérien, l'Organisation de libération de la Palestine, etc. On peut dire d'une certaine manière c'est des organisations qui s'attaquent aux civils, mais ça ne permet pas de définir une idéologie. Le terrorisme, personne n'utilise des armes du type terroriste par idéologie. Chaque organisation politique doit être analysée d'abord en termes politiques. Parce que si on veut dire des organisations qui commettent des crimes de guerre, qui eux ont été définis, ou des crimes contre l'humanité, à ce moment ça risquerait d'amener sur un terrain qui dérange un certain nombre de gens. Ça fait 20 ans que l'Union européenne et les États-Unis ont désigné le Parti des travailleurs du Kurdistan, ce qu'on appelle le PKK, en Turquie, en Syrie et ailleurs, comme une organisation terroriste. Depuis l'été, nous leur parachutons des armes pour résister contre l'État islamique. Donc, encore une fois, ce concept, il est dangereux de guerre contre le terrorisme, d'abord parce qu'il vise les musulmans, et ensuite parce qu'il est apolitique. En 2003, quand les Américains interviennent en Irak, Al-Qaïda en Irak n'existe pas. Quelques années plus tard, à la suite de cette intervention, Al-Qaïda est devenue une force majeure en Irak, en tous les cas dans les populations, pour dire très rapidement, sunnites. Et ces guerres permanentes menées par les États-Unis contre au Proche-Orient ont été un élément d'alimentation et d'aide à ces organisations les plus extrémistes. C'est quand même étonnant que ce soit John Kerry, secrétaire d'État américain, qui il y a quelques mois a dit, vous savez, la non-solution de la question palestinienne alimente l'État islamique aujourd'hui en hommes et en recrues. Et c'est évident pour qui réfléchit 5 minutes à quel point c'est vrai. C'est-à-dire la question palestinienne qui reste, malgré tout ce qu'on écrit, une question centrale pour les peuples arabes, musulmans, et je pense au-delà, parce que c'est une question symbolique, c'est le dernier résidu du colonialisme. Bon, il y a plein de raisons qui font ça. Non seulement la paralysie occidentale, mais la complicité occidentale avec Israël nourrit ces organisations les plus extrémistes. Je vous avais parlé du fait que l'envie n'était pas complètement gratos. Donc on a besoin de 1800 € parce qu'on nous facture la sécurité et aussi les trucs techniques qu'on a fait à côté. Et que moi j'ai fait quand même un pari avec certains membres de ce collectif. Qu'à la fin, on n'aura pas besoin de compléter, on aura les 1800 €. Alors je suis une mauvaise perdante. Voilà, des billets ce serait bien. Donc le débat est ouvert. Mahmoud, si tu peux prendre le relais. Oui. Alors moi ma question c'est pourquoi malgré la dynamique médiatique et politique, l'islamophobie latente ou parfois bien affirmée aujourd'hui en France, on constate, et de façon salutaire, une construction croissante des mosquées. Depuis 2003 on en avait 1500, maintenant on en avait 1500, avec un soutien de l'État à travers l'octroi de baux amphithéotiques. Pourquoi on constate ça? Parce que au final, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même un poids important des politiques locales. Et qu'aujourd'hui, l'une des stratégies de résistance contre l'islamophobie à développer, c'est la repolitisation en fait, de la communauté musulmane en France. Parce qu'on a tendance en fait, à négliger un petit peu cette voix. Et au travers à l'image en fait, des votes, enfin des enjeux défendus par les communautés juives, gays, arméniennes, qui s'organisent vraiment politiquement et qui réussissent justement à émerger sur l'espace politique, nous, je pense qu'on devrait, enfin en tout cas la communauté musulmane, devrait aussi réinvestir ce champ-là, le champ du politique,
pour pouvoir peser au niveau local. La lutte contre l'islamophobie, c'est aussi la lutte contre l'islamophobie qui va à l'encontre des personnes. Et c'est pas n'importe quelle des personnes, c'est en l'occurrence M. Meziti, Kamel Meziti, qui est l'auteur du livre Le Dictionnaire de l'islamophobie. Et voilà la réponse de l'Éducation nationale par rapport à quelqu'un qui essaie de clarifier. C'est un docteur, hein, c'est pas un charlot. Des charlots peuvent vendre des livres à 700 000 exemplaires en France. Mais un docteur qui écrit un livre, un dictionnaire sur l'islamophobie dans un but de clarification, il est exclu de l'enseignement après plusieurs années, 15 années de service. Il y a quelques années, on parlait des grands frères, de ce qu'on a appelé les grands frères des cités. Et que c'était eux qui étaient dans le collimateur, c'était les hommes et pas les femmes. Il me semble qu'il y a eu un glissement. On mesure en 10 ans ou en 15 ans. À l'époque, on parlait des jeunes garçons de banlieue comme étant le stéréotype des violeurs, des délinquants, etc. Et c'était eux qui étaient visés. Et je m'étonne, enfin, je pose la question à la table ronde, comment, à votre avis, a pu se faire ce glissement et en utilisant quelle base? Parce que je ne comprends pas très bien pourquoi on en est arrivé là. L'islam, finalement, en fait, c'est ce qui fait le trait d'union en fait, entre les Africains qui viennent du sud du Sahara et les Africains du Maghreb. Généralement, c'est le trait d'union. C'est, par exemple, grâce à l'islam qu'on dit qu'on est des frères. Et ce que je constate, c'est que justement dans les sphères ou dans les milieux majoritairement arabes ou de gens qui viennent du Maghreb, en fait, il y a un racisme viscéral et extrêmement agressif en fait vis-à-vis justement des Africains qui viennent du sud du Sahara. Et ce que je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut être des alliés lorsqu'il faut lutter contre, par exemple, l'islamophobie et en même temps avoir un comportement raciste, justement, vis-à-vis de gens qui mènent ce combat-là. Que fait-on de ces gens qui étaient au départ alliés avec nous, qui au final, du coup, ont réussi à décrédibiliser un mouvement d'émancipation, avec le terme en disant que c'est nous qui vous défendons, c'est pour votre bien, taisez-vous. Doit-on du coup continuer à dialoguer avec eux ou alors doit-on les traquer, les exclure ou les brûler sur la place publique? Voilà. Quand on a été discriminés, les mamans voilées de la ville, on n'a trouvé aucun soutien au départ. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis pas la seule musulmane de France et je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de soutien. Et du coup, je me suis rapprochée, alors des nuits blanches sur Internet, hein, à chercher des collectifs pour nous aider. Et alhamdoulilah, on a trouvé MTE, Maman Toutes Égales, donc Ndela, Lissa et toutes les autres, et le CCIF. Alors j'insiste parce que quand on est maman, quand on est loin de la politique, on est loin de tout ça, et qu'on se retrouve du jour au lendemain discriminé, c'est difficile. Et l'émotion, elle est encore là. Aujourd'hui, comme disait M. Ramadan tout à l'heure, j'ai peur, je vous avoue que j'ai peur, de sortir seule. Aujourd'hui, je suis venue parce que mon époux et mes enfants m'ont accompagnée. S'il n'avait pas pu m'accompagner, je ne serais pas sortie. Pourquoi? Parce que peur de l'agression, peur de me faire taper, parce que j'ai vu et j'ai rencontré lors du CCIF, du dîner, une jeune fille qui s'est fait agresser. J'ai entendu parler de femmes qui ont failli perdre leur enfant. Donc aujourd'hui, je vis dans la peur, je l'avoue, et je ne peux pas quitter ma petite ville de campagne sans mon mari, sans un accompagnant homme, parce que j'ai peur. Quand j'ai voulu plaider et prononcer ne serait-ce que le mot islamophobie dans l'enceinte d'un tribunal, le réflexe immédiat des juridictions, des magistrats, a été de surtout évacuer le problème, de surtout pas l'aborder et de surtout pas l'entendre même. C'est-à-dire que je ne partage pas votre optimisme sur le fait de dire qu'il y a une avancée. Sur le plan des mentalités, il y a un gros problème. Il faut donner à voir ce qui avance et ce qui marche. Parce que sinon, on va se replier dans une vision catastrophiste et pessimiste et on n'en sortira pas. Et ça fait partie des stratégies qui sont à l'œuvre aussi pour construire du repli. Donc nous, on ne se replie pas, au contraire, on avance. Parce que plus il y a de mise en tension, plus il y a de tension, plus il y a de débat, et plus c'est significatif que ça bouge quand il y a du débat.
Ça serait mortifère s'il n'y avait pas de tension, s'il n'y avait pas d'échanges, y compris virulents sur ces questions-là. On nous demande toujours si les Français ont peur de l'islam, s'il faut avoir peur de l'islam. On ne se demande jamais si les musulmans ont peur. Et il me semble que c'est important de poser les questions autrement. Et au lieu de dire il y a un problème musulman, poser la question du problème islamophobe qu'il y a aujourd'hui. Et du coup, je pense que c'est vraiment très important d'entendre la peur des femmes de sortir dans la rue, quelle qu'elle soit, parce que c'est une peur qu'on partage, certaines d'entre nous, mais encore plus si on est racisé ou stigmatisé particulièrement. Entre deux réunions annuelles qu'on fait maintenant le 13 décembre, on est prêt, avec des moyens assez limités, à aider les organisations, les municipalités, les élus qui veulent se battre sur ces questions, en termes de formation, en termes d'aller débattre. Et je crois que c'est très important. Si on veut dépasser le cadre qui est là, qui est déjà extraordinaire, je crois qu'on a besoin de ce relais des organisations. Et on est à votre service, entre guillemets, pour aider dans le débat. Je pense que dans cet engagement-là, il faut aussi faire très attention aux récupérations politiques intérieures et extérieures. C'est pour ça qu'il faut vraiment devenir des sujets et s'engager au premier rang, parce que historiquement, dans les 20 dernières années, on a à des moments donnés vécu des malaises à l'intérieur, où certains disaient « mais au nom de quoi vous travaillez avec nous, qui représentez-vous » Et je pense que le seul moyen, c'est pas de laisser les gens parler pour ensuite leur reprocher de parler, mais c'est de parler ensemble et d'être engagés ensemble. Pourquoi à un moment donné en France, on est passé aux garçons des banlieues à la stigmatisation des filles, de plus en plus? Mais parce qu'il y a quelque chose qui est aussi très important. Le garçon qui échoue dans la délinquance et la visibilité de plus importante de la fille qui réussit dans l'éducation. Elle devient de plus en plus visible. Et à un moment donné, c'est vrai que l'un des grands enjeux de la présence musulmane en Occident, ce sera les femmes. Aujourd'hui, on reproche quoi aux musulmans? On reproche que l'islam, il est trop visible. C'est-à-dire cet islam qui était en la cave, qui était caché, on essaie de le mettre sur l'espace public. On dit aujourd'hui que l'islam est trop visible. Il y a trop de mosquées, il y a trop de minarets, il y a trop de voiles, il y a trop d'écoles musulmanes.